Bonjour à tous. Oui. Alors, je me présente. Ça grésille un peu, non? C'est bon? Ça va? Je me présente, je m'appelle Marion Savoie, agence Kern. Donc, je suis avec vous et nos invités pour. Ouais. J'en prends un autre. Ouais, c'est mieux. Pour vous parler aujourd'hui du potentiel d'intégration des gaz décarbonés. Alors pourquoi cette thématique choisie par le Salon Mix? Eh bien, le gaz naturel aujourd'hui utilisé est une énergie fossile émettrice de CO2. Voilà, quelques personnes qui arrivent, et qui devrait être épuisée d'ici quelques années, centaines d'années quand même. Mais dans les ambitions de neutralité carbone d'ici 2050 et de souveraineté, les modèles de production et de consommation de gaz sont revus, notamment avec le biogaz et le gaz décarboné. Alors, on a réuni ce matin 3 invités qui vont nous partager leur expérience. Je vais les laisser se présenter rapidement, comme ça vous les identifiez, et puis après, on attaque la table ronde. Bonjour à tous. Ouais, c'est bon. Ouais. Je suis Jean-Marc Legal, je suis responsable du pôle développement gaz chez GRT Gaz, qui est premier transporteur de gaz français. L'activité de mon pôle, c'est de rassembler les équipes de GRT Gaz qui travaillent à soutenir les différentes filières de production de gaz décarboné. Donc on est pile dans le sujet et on va le développer dans les 3 quarts d'heure qui viennent. Bonjour à tous. Donc Marion Maheu, pour ma part, je travaille au lab Crigen, qui est l'un des centres de recherche d'Engie. Donc on est dédié à la partie nouveau gaz et transition énergétique. Donc en fait, on mène des projets de R&D opérationnels, on va dire. Également, on développe des pilotes et des démonstrateurs pour aider nos clients, que ce soit des clients internes, donc nos business units, ou alors nos clients externes, pour maîtriser les technologies de demain, les porter à maturité et donc préparer la transition énergétique. Et donc pour ma part, je suis chef de projet au sein de ce centre de recherche et j'ai notamment le pilotage du projet Gaïa, qui est un des tout premiers projets de démonstration de production de biométhane dit de 2e génération par pyrogazéification de biomasse et de déchets. Bonjour à tous, Clément Briquet. Donc, moi, je suis référent énergie chez Glace Industrie, la division de Saint-Gobain qui produit le verre plat en France. Je vais vous parler un petit peu de notre stratégie de décarbonation sur nos usines de production de verre plat, nos 3 sites français. On va commencer avec vous, Jean-Marc Legal. Avant de commencer cette table ronde pour rentrer dans les projets concrets qui sont développés, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur le panorama des gaz verts, des gaz décarbonés, la différence, voilà. De quoi on parle, en quelque sorte. Exactement. Ouais. Alors, je vais essayer d'être concis et clair à la fois. En gros, les gaz décarbonés dans leur ensemble sont des gaz dont l'usage permet de réduire son empreinte carbone. Ça, c'est vraiment le point commun chapeau à tout ce qu'on appelle gaz décarboné. Alors, à l'intérieur de ce vocable, on distingue deux grandes familles. D'un côté, l'hydrogène, qui est un vecteur énergétique à part entière et sur lequel je crois Clément reviendra tout à l'heure. Et puis de l'autre, les gaz méthane. Je dis les méthanes parce qu'on verra qu'il y en a plusieurs selon leur typologie de production. Les méthanes qui peuvent être soit renouvelables, c'est-à-dire produits à partir de biomasse, et on parle dans ce cas-là de biométhane. Le biométhane, c'est un peu la brique numéro 1 de l'essor des gaz décarbonés, parce qu'il a aujourd'hui, on y reviendra, une importance qui est déjà assez significative dans le paysage énergétique. Et puis si on regarde un peu plus loin, et là ce sera Marion qui l'évoquera tout à l'heure, on a possibilité à terme d'aller chercher d'autres sources que de la biomasse, comme les déchets par exemple, et de produire aussi à partir de ces autres intrants des gaz qui sont de facto décarbonés. Alors, le point commun à tous ces gaz décarbonés, c'est qu'ils sont produits, on y reviendra, en utilisant des ressources locales et en donnant de la valeur à des ressources locales. C'est un peu ce qui les réunit. Et voilà, je pense que les différents termes sont à peu près posés. Ouais.
Et aujourd'hui, en tant que transporteur de gaz, est-ce que vous pouvez nous donner la proportion entre le gaz naturel et le gaz décarboné? Alors, d'abord, je vous propose de parler en termes de quantité, parce que je pense que du point de vue d'un utilisateur de solutions gaz, un utilisateur de gaz, ce qui compte, c'est d'avoir des repères quant à la fiabilité de son approvisionnement gaz et à la solidité de cet approvisionnement. Alors, fiabilité d'abord, pourquoi les gaz renouvelables sont fiables? Parce qu'aujourd'hui, on a sur le territoire français, et pas seulement à un ou deux endroits, vraiment assez largement répartis sur le territoire français, 500 sites. On a franchi le cap des 550, même, je crois, tout récemment, qui injectent du biométhane dans les réseaux de GRDF, de GRT Gaz et de Terega. Donc globalement, le premier message, c'est qu'on n'est pas sur une solution de recherche ou anecdotique, on est sur quelque chose qui a déjà montré sa faculté à produire dans une logique industrielle, d'où une grande fiabilité. En cumulé, ces 550 sites produisent aujourd'hui annuellement, ou ont la capacité de produire annuellement, mais enfin c'est quasiment la même chose vu qu'ils sont très fiables justement, 10 TWh par an, ce qui reste modeste au regard de la consommation globale française, qui est de l'ordre de 450. Donc on a le pourcentage que vous évoquiez tout à l'heure, 10 sur 450. Mais on verra, on verra plus tard lors de la table ronde qu'on a largement les moyens d'aller au-delà. Et donc on est qu'au début de l'histoire, si je puis dire. Alors, à côté de cet essor qui a commencé par le biométhane, on peut évoquer aussi qu'il y a d'autres filières que la méthanisation qui produit le biométhane, qui sont aussi à même de transformer en gaz des différents gisements de ressources locales, qu'ils soient de biomasse ou de déchets. Et là, je laisserai Marion nous donner un exemple assez illustratif sur le sujet. Et enfin, le dernier point que je voulais mentionner concernant la photo à date, c'est qu'en France, on a eu depuis plusieurs années maintenant une forte dynamique de croissance de biométhane pour atteindre les 10 TWh actuels. Et cette dynamique, elle n'est pas franco-française, on n'est pas en train d'avancer sur un chemin singulier. On a ce genre de dynamique un peu partout en Europe. Je citerai volontiers l'Italie, l'Allemagne, le UK et le leader européen de production biométhane, qui est aujourd'hui le Danemark, qui a dépassé largement les 30 à 40% de biométhane dans l'ensemble de son mix. Donc on voit que c'est une espèce de vague qui monte et on n'est qu'au début de l'histoire. Alors, en dehors du Danemark, après les autres pays au niveau européen, c'est à peu près la même proportion, la même échelle que pour la France ou... Ça dépend, là c'est assez variable, mais globalement on a ce qui rassemble les pays, c'est pas leur point de départ, c'est plutôt leur point d'arrivée, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs européens, et ça a été réaffirmé récemment dans le cadre du plan Repower EU de l'Union européenne, ont l'ambition d'atteindre environ 20% de biométhane dans le gaz à un horizon 2030. Donc ça, c'est le repère, c'est la feuille de route. C'est les perspectives 2030. Ouais. Okay. Ouais, c'est le premier niveau de perspective. Ouais. Merci. Marion, je vous laisse la parole. Vous êtes chez Engie Crigen, donc le laboratoire de recherche. Aujourd'hui, est-ce que vous avez travaillé sur des projets de biométhane. Vous pouvez nous parler d'un projet qui a démontré la faisabilité du biométhane? Donc oui, moi je vais vous parler plutôt de la filière biométhane deuxième génération, donc, qui est produit par pyrogazéfication de biomasse et déchets. Donc effectivement, Engie est fortement investi dans le développement de cette filière et a pour but d'être aussi pionnier pour cette filière en France. Donc notamment via le projet Gaïa, qui a été un projet d'environ 10 ans, qui a été cofinancé par l'ADEME, et qui a rassemblé 11 partenaires d'excellence, principalement français, mais quelques acteurs européens, et qui a donc démontré la faisabilité technique, économique et environnementale de cette filière de production. Et l'un des résultats majeurs pour démontrer cette production de ce nouveau biométhane a été la construction et l'opération de la plateforme Gaïa,
qui est un démonstrateur, on va dire, semi-industriel, qui est vraiment l'étape pré-commerciale, qui est situé dans la vallée de la Chimie à Saint-Fond. Et donc aujourd'hui, on continue à opérer ce démonstrateur pour notamment démontrer que tout d'abord, on a utilisé de la biomasse, qui était vraiment le gisement initial. Et puis, le contexte évoluant, le prix aussi évoluant autour de la biomasse. Et puis, les enjeux de valorisation des déchets dans les territoires a fait qu'on s'est tourné de plus en plus vers ce type d'intrant pour pouvoir produire une énergie locale à partir de déchets locaux. Vous pouvez juste rappeler ce qu'est la pyrogazéification, cette deuxième génération de biomasse, parce que voilà, c'est un tout petit peu différent en termes de température, de chauffe, etc. Alors, la pyrogazéification, c'est un procédé qu'on appelle thermochimique. Donc, c'est-à-dire qu'on est à haute température, de moyenne à très haute température. Donc, on est aux alentours de entre 800 et plus de 1000 degrés. La différence avec la combustion, c'est que dans le cas de la combustion, on est en excès d'oxygène ou d'air. Donc, on va brûler complètement la matière pour produire de la chaleur. Et dans le cas de la pyrogazéification, on est plutôt en défaut d'oxygène. Et plutôt que de brûler la matière, on va gazéifier une matière solide pour produire un gaz qui s'appelle le gaz de synthèse ou le syngas. Et ce gaz, en fait, est riche en hydrogène, en plein d'autres molécules, et aussi du méthane, qui vont pouvoir être recombinées et au final produire du biométhane. Donc la différence, pour finir, avec la filière méthanisation. La filière méthanisation, c'est un processus biologique donc, qui traite plutôt des biomasses ou des résidus humides, chose qui ne se valorise pas bien du tout dans la pyrogazéification. Et à l'inverse, la pyrogazéification, elle traite des résidus secs qui sont très peu ou difficilement valorisables dans la méthanisation. Donc c'est vraiment des filières complémentaires. Alors, quels sont les types d'intrants, en fait, dans cette pyrogazéification ? Donc, on va retrouver, comme je disais, historiquement, c'était plutôt les biomasses, donc tout ce qui est biomasse lignocellulosique, donc qui contiennent de la lignine et de la cellulose. Donc, vous allez retrouver notamment tout ce qui est résidus de l'entretien des forêts et également tous les résidus qui viennent des connexes de scierie. Donc c'est important, on ne va pas faire de la sylviculture dédiée pour ces unités, on vient chercher vraiment les résidus issus de toutes ces activités qui existent déjà. Ensuite, on vient chercher tout ce qui est les résidus de l'agriculture et de l'agro-industrie, donc par exemple les pailles qui ne sont pas destinées à l'alimentation animale, mais également tout ce qui est noyaux, coques, etc. Donc selon les pays ou les régions en France, ce n'est pas forcément les mêmes biomasses qui peuvent être valorisées. Et enfin, donc, comme je disais, aujourd'hui, on se tourne vers des déchets qui sont notamment les déchets de bois, qui sont du bois secondaire, qui ont du bois B, par exemple, qui a subi un traitement ou un revêtement, utilisé notamment dans le bâtiment, etc., dans l'ameublement, le mobilier, voilà. Et également ce qu'on appelle les combustibles solides de récupération, qui proviennent de différentes origines. Donc, soit c'est des déchets industriels, soit c'est des déchets d'ordures ménagères résiduelles. Donc, c'est tout ce qui va contenir, ça peut contenir des plastiques, des mousses, des textiles, du bois pollué, du carton ou du papier pollué qui ne peut pas être recyclé. Donc, vraiment, le mot d'ordre, c'est vraiment aller chercher des gisements qui ne sont pas ou peu valorisés. Pour revenir au projet Gaïa, aujourd'hui, donc la date de départ du projet, c'était à quel moment à peu près ? Donc on a démarré le projet courant 2010 et on l'a fini fin 2021 avec l'ADEME. Mais comme je disais, aujourd'hui, on continue... Alors aujourd'hui, de quelle manière vous le continuez ? Est-ce que c'est industrialisable ? Parce que vous avez démontré la faisabilité, maintenant vous êtes peut-être plus sur la partie industrialisation et concrétisation. Comment ça s'organise ? Donc effectivement, fort du succès du projet Gaïa, Engie a décidé d'industrialiser cette technologie développée pendant plusieurs années. Donc il y a un projet phare qui est le projet Salamandre, qui sera la première unité commerciale qui sera basée sur la technologie développée. Et donc aujourd'hui, on continue à opérer cette plateforme pour, on va dire, 3 principaux buts. Le premier, préparer l'industrialisation et aider le développement de ce premier projet commercial.
Deuxièmement, on continue à faire de la R&D pour préparer les prochaines unités après le premier projet commercial. Donc toujours dans ce but de diversifier les intrants pour s'adapter aux besoins des territoires, continuer à réduire les coûts de production de ce biométhane de deuxième génération. Et également, en fait, comme c'est aujourd'hui une plateforme unique en France et même à l'échelle européenne, on est beaucoup sollicité aussi pour faire de la communication et aider aux discussions qu'il peut y avoir aussi avec les pouvoirs publics. C'est avec donc c'est au Havre hein, pour le projet Salamandre. Pour le projet oui. Salamandre, avec un industriel, enfin pas un industriel, mais un transporteur. Oui, donc en fait, Engie développe ce projet et tisse des partenariats industriels stratégiques, notamment avec, vous avez pu le voir peut-être dans la presse, donc avec CMA-CGM, qui est un des leaders mondiaux dans le transport maritime, puisque notamment un des débouchés du méthane bas carbone qui sera produit sur Salamandre sera transformé en GNL décarboné et donc visera à remplacer le GNL fossile, une part du GNL fossile utilisé dans la flotte de CMA-CGM. Aujourd'hui, on a la proportion ou pas encore c'est vraiment les prémices? Non, c'est encore des chiffres en discussion. D'accord. Et en termes de budget, qu'est-ce que la pyrogazéification, cette deuxième génération de biométhane, est-ce qu'en termes de coût de production, c'est plus intéressant ou moins intéressant ou plutôt équivalent Est-ce qu'il y a des performances économiques par rapport à la filière première génération, oui. Par rapport à la filière première génération, c'est plus cher puisque en fait c'est une deuxième génération, donc forcément il y a eu toute cette période, on va dire, d'amélioration de la filière première génération. Mais en fait aujourd'hui on se situe à des ordres de grandeur de coût de production, on va dire, de la filière première génération à ses débuts. Donc on est entre 100 et 150 euros du mégawattheure. La plage est assez variable parce qu'en fait il y a des chaînes technologiques différentes et également si je parle du projet Salamandre, il y a toute une phase en ce moment de négociation, d'aide, de subventions, etc. Donc c'est la plage et d'affinement aussi avec les partenaires industriels pour la construction. Donc voilà, c'est un peu la plage de coûts de production. Les usagers, donc là, avec CMA-CGM, il y a d'autres grands industriels comme ça qui ont déjà des projets et qui font appel à votre laboratoire alors, via le projet Salamandre... Qui ne serait pas confidentiel, évidemment. Via le projet Salamandre, effectivement, il n'y a pas d'autres communications qui ont été faites, donc je ne pourrais pas en parler plus. Mais effectivement, il y a pas mal d'autres industriels qui s'intéressent à cette filière de deuxième génération. Parce qu'en fait, les volumes en fait, de production sont aussi assez conséquents par rapport à la filière première génération. Et donc, il y a des industriels qui sont fortement intéressés par être approvisionnés par ce type de biométhane ou de méthane décarboné. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Marion, donc il parlait des projets d'Engie. Nous, côté réseau, on a réalisé justement pour avoir une vue d'ensemble de ce qui était dans les cartons chez les différents porteurs de projets, un appel à manifestation d'intérêt pour avoir un état des lieux de la filière. Et on a été surpris, c'est un peu fort, mais enfin on a été agréablement satisfait de voir que c'était près d'une cinquantaine de projets qui se sont manifestés, qui ont confirmé qu'ils avaient atteint un niveau avancé d'études, tous en pyrogazéification, je ne parle pas de l'ensemble des technos, et donc ça montre que cette techno, elle est vraiment prête à décoller et que les projets industriels comme celui que vient de décrire Marion sont que les premiers probablement d'une assez longue série. Et les 50 projets qu'on avait identifiés avaient une capacité cumulée de 4 TWh par an. Donc ça représente à peu près ce qu'on attend voir émerger de cette filière à un horizon de 5 à 10 ans. 5 ans plutôt, 2030. Clément Briquet, donc vous travaillez chez Saint-Gobain. Alors pas exactement c'est pas Saint-Gobain, enfin c'est Saint-Gobain, mais c'est une filière de chez Saint-Gobain. Aujourd'hui, vous, dans quelle mesure votre activité est consommatrice de gaz ? Eh bien, pour produire du verre plat, on a besoin d'énergie. La matière première est à fondre à plus de 1500 degrés. Donc, pour cela, on utilise principalement du gaz.
D'idée, sur nos 3 sites français, on utilise à peu près 1 TWh de gaz par an. Donc ce sont des consommations assez conséquentes. Et pour atteindre notre objectif de neutralité carbone en 2050, il va falloir trouver des énergies décarbonées pour pouvoir fondre ce verre sans émettre de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, vous êtes sur du gaz naturel, alors pas à 100%, puisque vous avez commencé déjà d'initier des projets. Vous avez une roadmap que vous pouvez nous déployer, enfin en tout cas nous développer sur cette décarbonation de votre activité? Oui, tout à fait. Donc, le groupe Saint-Gobain a construit une roadmap de décarbonation avec pour objectif la neutralité carbone à 2050. Et Glace Industrie, donc l'activité de production de verre plat, s'inscrit dans cette roadmap. Donc, l'objectif est la neutralité carbone à 2050, à savoir que dans la production de verre plat, 70% des émissions de CO2 proviennent de l'énergie, le reste provient de la décarbonation des matières premières. Et un point d'étape à 2030 avec une baisse de 33% de nos émissions de CO2 par rapport à nos émissions de 2017. Alors concrètement, vous vous projetez avec quel type de projet, enfin, qu'est-ce que vous avez initié et comment vous allez faire pour baisser de 33%? Alors, le chemin facile serait d'utiliser l'électricité. Oui. Malheureusement, l'électricité, aujourd'hui, ne nous permet pas de produire du verre plat d'une qualité suffisante. On n'imagine pas vraiment aujourd'hui des scénarios à 100% de four électrique pour la production de verre pour le bâtiment ou l'automobile. Donc, on regarde d'autres gaz plus neutres en carbone. Avec différents essais qui ont été réalisés, différents pilotes et différentes campagnes de production. Je peux vous parler de 4 d'entre elles. La première, qui a eu lieu l'an dernier, donc une production d'environ une semaine, qui a donné lieu donc, à la première production zéro carbone de Saint-Gobain, sur le site de Saint-Gobain Glace à Niche, dans le Nord. Pour ce faire, on a notamment utilisé du biométhane, qui reste une solution simple à mettre en œuvre, disponible potentiellement dans le réseau et pour lequel nous sommes prêts à produire potentiellement localement et nous sommes prêts à l'utiliser. Dans les autres gaz décarbonés, nous avons également envisagé l'utilisation du biogaz, donc un biométhane mais un peu plus chargé en CO2. Donc, cela a été testé avec succès également sur une campagne industrielle d'assez longue durée sur un de nos sites en Espagne. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on serait en capacité d'utiliser du biogaz pour produire notre verre plat, si toutefois il était disponible en quantité suffisante. Je peux vous parler également d'un autre... Et là, je me permets, juste la différence du coup entre les deux projets en Espagne et celui dans le nord de la France, est-ce que en termes de performance, vous avez pu faire des distinctions et les évaluer? Alors le biométhane du réseau, comme c'était expliqué précédemment, c'est l'équivalent du gaz naturel, donc on n'a aucune différence aussi, par rapport à notre combustion classique. Dans le cadre du biogaz, on introduit un gaz neutre supplémentaire qu'il va falloir chauffer, et donc ça induit des réglages un petit peu différents. Mais pour autant, on a réussi à produire le verre de la même qualité dans des conditions assez similaires. Donc ça ne change pas, vous, votre façon de travailler dans le sens pour les équipes, d'un point de vue opérationnel, pas en trop. tout cas dans le résultat et la qualité des produits? Voilà, pas trop. Troisième levier ou troisième projet aussi Oui, donc dans les autres gaz décarbonés, on regarde évidemment l'hydrogène et donc l'hydrogène vert, avec en ligne de mire l'hydrogène vert qui aujourd'hui n'est malheureusement pas suffisamment disponible pour pouvoir envisager des productions longue durée. Par contre, Saint-Gobain a réalisé une première mondiale cette année avec la production de verre plat avec 30% d'hydrogène sur un site en Allemagne. Ce test industriel nous a permis de valider un certain nombre d'hypothèses. Là, on s'écarte un petit peu plus de notre domaine de compétences. Donc, on avait
plusieurs verrous technologiques à lever, et les tests sont très satisfaisants, nous permettent d'envisager en fait une progression encore de ce niveau d'hydrogène pour la suite. Voilà. Et comme je le disais, pour finir peut-être la liste des essais et des prototypes qui sont réalisés par Saint-Gobain, notre société a annoncé un partenariat avec AGC, donc un autre grand verrier, pour construire une ligne de production de verre plat qui sera équipée à 50% d'une source électrique, donc d'électrodes pour la fusion du verre. C'est une première mondiale, ça n'a jamais été fait, ça va devenir la ligne la plus décarbonée de production de verre plat du monde. L'idée, c'est de tester un petit peu la limite à laquelle on pourra qu'on pourra atteindre pour l'électrification de nos procédés, sachant que le reste devra être décarboné. Et le type devra être alimenté en gaz décarboné. Le type de gaz décarboné dépendra peut-être ou sûrement de la disponibilité de ce gaz, qui de l'hydrogène dans certains territoires, peut-être du biométhane dans d'autres, ou du biogaz. Saint-Gobain, en tout cas, travaille sur les briques technologiques pour pouvoir rendre compatibles ces sites industriels avec les énergies qui seront présentes sur place. Oui, vous travaillez en fait presque toutes les pistes et toutes les sources d'énergie potentielles, et on parle même de mix, parce que vous parlez tout à l'heure, l'électricité à 100%, ce n'est pas possible pour vos fours. En revanche, un mix avec l'électricité et de l'hydrogène ou biométhane, ça c'est tout à fait envisageable. Oui, tout à fait, rien n'est figé. On a plusieurs scénarios, 100% biogaz ou électricité plus autres gaz décarbonés, notamment l'hydrogène, qui reste quand même un gaz assez nouveau, sur lequel on a encore beaucoup à apprendre. Voilà. Jean-Marc ? Peut-être un petit éclairage concernant la question que tu posais, Clément, sur la disponibilité des gaz renouvelables. J'évoquais tout à l'heure que le point commun à l'ensemble des gaz décarbonés, c'est de valoriser des ressources locales. Et donc si aujourd'hui, que ce soit en biomasse ou en déchets, on fait une évaluation macro sur le territoire national de ce qui est disponible par l'agriculture française, par notre activité qui produit naturellement des déchets, et qu'on évalue ainsi l'ensemble des gisements disponibles pour produire des gaz décarbonés, on estime de manière solide qu'on pourrait produire jusqu'à 320 TWh de gaz renouvelable par les différentes technos qui ont été évoquées, jusqu'à 320 TWh de gaz renouvelable dans ce pays. Donc globalement, on sait qu'on a la ressource pour basculer à terme sur des scénarios 100% décarbonés, ce qui valide l'option que Clément mentionnait à l'instant. Je pense que c'est important de le souligner, parce qu'on entend souvent, et beaucoup trop souvent même, le fait que le biométhane est une ressource rare. Le biométhane, c'est pas rare. On a la ressource pour en produire plus, c'est juste qu'on est au début de l'histoire. Donc bien sûr, si on compare les besoins de l'industrie à 2050 avec la production en 2023, on trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, mais enfin c'est un petit peu statique et limité comme raisonnement. Il faut regarder un peu plus loin, se projeter, avoir des ambitions, et si on a cette vision un peu dynamique de la situation, on voit que les gaz renouvelables pourront être au rendez-vous là où les clients feront l'analyse que c'est une solution qui peut être intéressante pour eux, qui n'exclut bien sûr pas les autres solutions de décarbonation, mais qui doit clairement être sur la table quand on étudie un projet de décarbonation, parce qu'elle peut être au rendez-vous. Et voilà. Même si nos déchets sont censés baisser, il restera toujours suffisamment pour produire. C'est ça. C'est-à-dire que Marion l'évoquait, les déchets qu'on sollicite, c'est un peu les refus de tri, c'est le bout de la chaîne. Mais même en considérant que ces déchets baissent, et puis par ailleurs, en biomasse, on a aussi des productions agricoles qui, dans certains domaines, les gens vont manger moins de viande, seront en déclin. Mais même en intégrant tout ça, on trouve qu'on a toujours un potentiel qui reste significatif en termes de gisement. Ouais. Jean-Marc, je reste avec vous. En tant que transporteur du gaz aujourd'hui, les réseaux, est-ce qu'ils sont adaptés à ce biogaz ? Est-ce qu'il y a des travaux importants à réaliser ? Voilà. Est-ce que vous devez tout revoir ou pas forcément ? C'est intéressant ce point sur les réseaux, parce que justement, on parle souvent des énergies renouvelables, qu'elles soient électriques ou gaz, en termes de coûts de production brut.
Mais finalement, de l'énergie produite sur un site de production, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est l'énergie acheminée chez Clément, chez le client en général, et donc incluant les efforts d'adaptation nécessaires qui sont requis pour intégrer les renouvelables. Et pour les gaz renouvelables, on a en France un dispositif qui est assez inédit et qui fonctionne plutôt bien, qui s'appelle le droit à l'injection, qui impose aux opérateurs de réseau, dès qu'un projet de gaz renouvelable émerge sur le territoire, de se mettre côte à côte et de regarder ensemble l'adaptation des réseaux qui serait nécessaire pour passer d'un système où, je la fais courte, on a une dizaine de points d'entrée de gaz aux frontières qui sont tous sources de gaz importés, à un nouveau système où on aura plusieurs milliers de petits points de production répartis dans le territoire et où le gaz sera produit non plus de manière centralisée et injecté aux frontières, mais de manière décentralisée dans les territoires. Donc on conçoit bien quand même que ça nécessite des adaptations de réseau. Et donc, on y travaille localement à chaque fois qu'un projet émerge dans une zone avec GRDF pour définir les adaptations de réseau qui sont optimales. Alors, c'est beaucoup de boulot, ça nécessite beaucoup d'adaptations de réseau. On voit qu'il y a plein de choses qui sont faites. Mais si on prend un peu de recul par rapport à tout ce travail, il faut bien insister sur le fait que les adaptations de réseau globalement nécessaires pour atteindre les scénarios que j'évoquais tout à l'heure, 100% renouvelables, ils sont globalement très très modérés. Alors ça, c'est pas juste moi qui le dis, hein, c'est un rapport récent de la Commission de régulation de l'énergie sur l'avenir des infrastructures gaz dans les scénarios de décarbonation, qui a évalué que les adaptations globales de réseau qui étaient nécessaires pour passer vers des scénarios 100% renouvelables, quels que soient ces scénarios d'ailleurs, hein, avec plus ou moins de consommation à l'horizon 2050. Donc l'ACRE a évalué que ces adaptations de réseau étaient très modérées et donc ne viendraient pas gréver le coût des gaz renouvelables dans leur utilisation. Ça, c'est un point important parce que justement, on ne parle pas assez souvent des adaptations nécessaires pour permettre l'injection des renouvelables dans les réseaux. Et en gaz, c'est très, très modéré. Et donc, vu que c'est modéré, ça permet de maintenir l'ensemble du réseau gaz en action à terme et de bénéficier ainsi de toutes les flexibilités offertes par le système gaz aujourd'hui, même si globalement, on va vers des consos décroissantes. Donc l'avenir du réseau, si on écoute cet avis éclairé de la CRE, que ce soit de distribution ou de transport, il reste assuré dans les différents scénarios de décarbonation. Ça aussi, c'est important pour les clients, parce que sans réseau, on bascule dans une logique un peu insulaire où chaque territoire devrait faire sa petite tambouille. Alors ça peut être séduisant du point de vue souveraineté, hyper locale et tout, mais globalement, ça fragilise quand même le système. Donc c'est plutôt une bonne chose de pouvoir se convaincre que les réseaux ont toutes les chances de rester présents. Là, vous parliez du côté très local, de souveraineté éventuelle, et en tout cas d'indépendance, où chacun pourrait faire sa popote. Mais concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, vous devez quand même vous adapter au territoire, à la fois dans la distribution, dans la production et dans le transport, et également vous, dans l'usage? Vous faites avec ce que vous avez d'un point de vue territorial ou plutôt local? Peut-être Clément? Oui, tout à fait. En fonction de la disponibilité des énergies, on orientera les choix technologiques sur nos installations. Il faut savoir qu'une installation de verre plat, on l'a construit pour 20 ans. Donc il faut avoir un petit peu de vision. Et donc tout cela, ça se prépare. Ça se prépare avec des acteurs comme GRT pour exprimer les besoins, pour pouvoir se projeter. Ça se prépare d'un point de vue du réseau électrique, ça se prépare du point de vue du réseau d'amener de gaz. Si on a des projets d'hydrogène, il faut se manifester de façon à qu'on puisse être pris en compte dans le déploiement du réseau. Et peut-être un mot aussi sur la partie amont de la chaîne de valeur. C'est aussi pour ça qu'on fait des projets pour tester diverses biomasses, déchets, pour vraiment s'adapter au territoire, donc aux ressources disponibles localement. Parce qu'effectivement, c'est très important, les réseaux, pour l'acheminement. Il y a une part aussi qui est importante dans quand on dit décarboner, c'est quand même d'avoir une ressource locale avec un acheminement de la ressource pour la production qui reste limité, parce que cet acheminement, sauf si on était sur d'une flotte de véhicules totalement décarbonés,
a un impact non négligeable, en tout cas, dans le contenu carbone du fuel au final. Donc, c'est aussi important la partie ressources locales. Puis peut-être pour finir sur les réseaux et cet aspect local, globalement, quand on adapte les réseaux au gaz renouvelable, c'est vraiment à des mailles assez petites qu'on met en place les adaptations de réseau. Typiquement, pour vous donner des ordres de grandeur, le territoire français il a été découpé en 400 toutes petites zones dans lesquelles, avec GRDF, on a fait le travail d'adaptation des réseaux. Donc l'adaptation des réseaux, elle est locale, mais par contre l'existence même des réseaux permet à ce gaz produit localement de circuler nationalement comme il a toujours circulé. L'exemple de Marion l'illustre parfaitement parce que le partenariat que tu évoquais permet à un gaz produit au Havre d'être valorisé à Marseille. Et ça, c'est grâce aux flexibilités des réseaux qui sont complètement conservés. Donc l'adaptation, c'est une réflexion locale, mais les flux d'énergie, eux, restent nationaux et c'est une vraie force pour cette énergie. On voit très bien, en tout cas, dans ce que vous nous avez présenté, la place du gaz décarboné dans les projets, avec des projets très concrets, notamment chez Saint-Gobain ou avec vos clients également, Marion. Et on voit une complémentarité entre les vecteurs d'énergie aussi. Donc voilà, c'est pas une énergie, mais voilà, c'est vraiment toute cette complémentarité que vous mettez en place notamment. Il nous reste quelques minutes pour accueillir vos questions. Alors, on va vous passer un micro, levez la main, il y a une question tout au bout. Enfin, deux, de ce côté. Bonjour, Edouard Orcade de Blue Capsule. Vous avez parlé de gaz décarboné, donc essentiellement à partir de biomasse. Est-ce que vous avez un avis sur, on a parlé d'hydrogène pour Saint-Gobain, de l'hydrogène turquoise, qui est une solution de décarbonation, je dirais, du gaz naturel, qui ne permet pas d'utiliser les ressources locales, mais qui est peut-être une réalité ou qui a un potentiel pour l'industrie. Donc ça, c'est ma première question. Et deuxième question concernant les réseaux, puisqu'on a parlé d'hydrogène aussi, quelle est la fraction d'hydrogène qu'on peut raisonnablement imaginer transporter dans les réseaux de gaz existants qui pourraient utiliser l'hydrogène comme vecteur transport? Je crois qu'il y a deux. Clément en premier. Alors, je connaissais l'hydrogène bleu et le vert. Le turquoise, je ne sais pas si c'est un peu des deux. Donc, l'hydrogène turquoise, typiquement, c'est utiliser la chaleur, une chaleur décarbonée pour craquer du méthane et faire la fine de carbone et l'hydrogène. Voilà. Donc effectivement, sur la partie captation de chaleur fatale, on a un volet qui est très important sur nos industries. Et évidemment, cette solution doit être regardée. Et si vous avez des informations sur ce sujet, ça m'intéresse. J'en ai. Jean-Marc, sur la partie réseau et acheminement de l'hydrogène. La logique dans laquelle on s'inscrit, nous, chez GRT Gaz, c'est vraiment celle d'un développement disjoint de deux réseaux. L'un pour porter les méthanes tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui, afin que ça soit le plus transparent possible pour l'ensemble des clients et qu'ils ne se rendent finalement même pas compte qu'ils switchent au gaz renouvelable. Et notre préoccupation à ce niveau-là, c'est de mentionner une quantité d'hydrogène, mais qui soit plutôt une quantité limite pour les producteurs, afin que ceux-ci brident juste ce qu'il faut leur procédé de production pour ne pas injecter trop d'hydrogène. Donc là, les choses ne sont pas complètement fixes. C'est un sujet vraiment d'actualité que vous pointez là, mais on a un ordre de grandeur de 2% d'hydrogène dans le gaz en plafond qu'on vise comme étant la cible à atteindre pour qualifier notre réseau. Et puis, à côté de ce réseau gaz dans lequel on spécifie donc une teneur réduite en hydrogène, on envisage le développement d'un réseau dédié
à l'hydrogène, qui lui aurait vocation, en démarrant par des plaques industrielles où la production et la consommation se rencontreraient, à acheminer de l'hydrogène pur à l'échelle française et européenne, même comme c'est déjà en marche avec par exemple le projet Barmar ou d'autres projets qui dans la région sont déjà pleinement actifs. Donc on disjoint un peu les deux problématiques. Il y avait une autre question, monsieur. Oui, merci. Je ne suis pas couramment en français, mais je peux essayer. En ce qui concerne le stockage de hydrogène, quels sont les plans pour la France maintenant? Je peux m'imaginer qu'on ne peut pas combiner hydrogène et méthane ensemble dans une stock. Quels sont les plans pour hydrogène à grand volume? Le point que vous soulevez là est précisément abordé dans le rapport que le régulateur a rédigé récemment sur l'avenir des infrastructures. En gros, ce qui se distingue, je ne suis pas spécialiste d'hydrogène, donc je vais vous donner des choses assez macro, mais ce qui s'entrevoit, c'est que la baisse de consommation gaz classique, méthane, qui est entrevue, permettrait de réduire a priori les besoins de stockage pour que le système continue à fonctionner, ce qui permettrait de libérer des cavités salines et de les dédier à du stockage d'hydrogène et d'assurer ainsi la modulation sur le système hydrogène. Donc voilà un peu la logique vers laquelle on s'oriente. On n'est effectivement pas dans une logique de mixte là non plus entre les deux gaz. Non, ça ne se mélange pas. Et d'ailleurs, c'est Engie qui utilise déjà des cavités salines pour stocker de l'hydrogène dans l'Ain, je crois. Alors c'est possible, mais je suis pas non plus spécialiste sur la partie stockage. C'est les premiers tests de à storage, Étré, exactement. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, madame, là. Bonjour, je suis Marine Gaillard, je travaille pour S3D Ingénierie. On est un bureau d'études, on travaille aussi sur la gazification. Du coup, j'ai une question pour vous, Marion. Est-ce que sur Gaïa, vous avez déjà commencé les tests sur les CSR? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe, comment répond la techno? Et sinon, est-ce que vous avez un planning sur ces tests et quelle application vous visez sur la gazification du CSR? Alors oui, on a déjà fait des tests sur CSR. À vrai dire, on en a fait plusieurs même de CSR, de différentes origines, différents producteurs, avec des parts biogéniques plus ou moins importantes. On a également fait du bois B. Et aujourd'hui, donc alors on y va progressivement hein, parce que, on reste aussi, comment dire, modeste. On y va progressivement parce qu'on a démarré par de la biomasse, donc on commence par du bois B, des CSR avec plus ou moins d'impuretés, de polluants présents dans ce CSR. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est plutôt assez satisfait. On a une bonne stabilité du gazéifieur, vraiment pas de problématique opérationnelle au niveau du gazéifieur. Une chaîne d'épuration du syngas en aval qui est très performante parce qu'à chaque fois, on a atteint les spécifications requises pour la méthanation qui est derrière. Et toujours des bonnes performances du réacteur de méthanation, qui est une technologie Engie, qui réagit bien en fait avec des ratios très différents de... Désolée, je rentre dans la technique, mais parce que je sais que S3D est dans la technique aussi, mais des ratios hydrogène-CO assez variables en fait, parce que la technologie de méthanation aussi derrière est très flexible en termes de ratios. On a le temps pour une dernière question. Oui. Merci beaucoup. Margot Frécia chez Boralex, on est producteur d'énergie renouvelable. Moi, je me posais la question, pour être dans vraiment la complétude de l'énergie renouvelable, aujourd'hui, quel est l'apport énergétique que vous utilisez pour justement monter en température, pour faire la méthanisation? Et est-ce que cet apport énergétique est décarboné ou pas? Et est-ce qu'il y a des perspectives de décarbonation si ce n'est pas le cas? Voilà. Alors, moi, je vais répondre sur la pyrogazéification. Donc, en fait, effectivement, c'est un procédé à haute température. Donc, on pourrait avoir l'impression que le procédé, on va dire, consomme de l'énergie externe pour pouvoir maintenir en température le procédé. Sur la technologie qu'on utilise, en tout cas, parce qu'il y en a plusieurs de technos de pyrogazéification, nous, on est autothermique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'apport externe.
Comment on fait En fait, on apporte la chaleur via une intégration énergétique dans le procédé. Et également, donc, on a une partie gazéification, une partie combustion qui est, on va dire, réduite par rapport à la combustion directe de biomasse, qui nous permet de maintenir en température. Donc en fait, au global, sur une unité, si je prends le cas salamandre, donc on va produire environ 170 gigawattheures de méthane. On ne va pas consommer de chaleur externe. On va même en avoir en excès, en plus, en parallèle. Enfin, j'insiste, c'est pas le biométhane qu'on brûle pour produire de la chaleur. C'est vraiment en parallèle, on a de la chaleur. On a environ 40 gigawattheures en plus. Et donc, quand je parle en termes de rendement, en fait, si on cumule ce méthane produit plus cette chaleur, on arrive à des rendements de 80 à 85% net, y compris la consommation énergétique en termes d'électricité qu'on peut avoir sur le procédé, qu'on a tenté de minimiser au maximum durant le projet. Donc finalement, on se situe à des rendements qui sont pas très loin, voire même si on prend toute la chaîne de valeur, puisque le biométhane, in fine, il sert à produire, alors soit il est pour la mobilité dans les moteurs thermiques, ou alors production de chaleur chez un client industriel ou les collectivités. Et quand on prend la chaîne de valeur globale, finalement, le rendement, il est égal, voire même supérieur avec la filière pyrogazéification, dans le sens où on n'a pas de perte thermique dans les réseaux de gaz versus plus de perte thermique dans les réseaux de chaleur. Donc, c'est plus pour dire, c'est pas une compétition, mais c'est plus pour dire que la pyro, elle a aussi sa place dans la valorisation de ces intrants selon les besoins sur les territoires. Et c'est un peu une compétition quand même. C'est une compétition, mais ça dépend le besoin du client. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où effectivement il y aura besoin de chaleur brute localement et ça conviendra très bien. Alors après, au niveau des réseaux urbains en France, il y a effectivement des réseaux qui ont besoin encore de se décarboner, mais il y a quand même ce pas de décarbonation qui a quand même été bien engagé depuis un certain nombre d'années. Et puis il y a des besoins en fait de gaz, c'est-à-dire quelque chose qui soit stockable dans le temps. Et donc voilà, ça dépend vraiment des besoins des clients, quoi. Merci. Merci à nos invités et bonne journée à tous.